Chaque année, le 15 août, date anniversaire de son indépendance, l'Inde célèbre son unité. Dans chaque État de la plus grande démocratie du monde, les parades projettent l'image d'un peuple divers, mais soudé, tourné vers un avenir radieux. Et son armée au pas rappelle qu'elle est garante de la sécurité de son 1,2 milliard de citoyens. Mais ici, à Srinagar, au Cachemire indien, aux confins de l'Himalaya, à quelques mètres seulement des joyeuses célébrations, le cœur de la ville est complètement bouclé. L'Inde, au Cachemire, se méfie tant de sa population que pour éviter tout risque d'attentat, tout affrontement, toute manifestation, en ce jour symbolique, les militaires sont déployés partout avec les forces spéciales et la police. Chaque quartier a été fouillé de fond en comble. Ils ont pris les noms de tout le monde. On n'a pas le droit de sortir. Pour nous ici, c'est comme une prison. Le Cachemire est l'une des zones les plus militarisées de la planète. C'est la face sombre de l'Inde qu'elle préfère tenir loin des yeux du monde. Au Cachemire, depuis près de 70 ans, la population est prise dans un conflit entre les deux frères ennemis, Inde et Pakistan. 70 ans de guerres répétées, de paix insatisfaisantes et de dialogues avortés. Il y a deux questions qui sont sur le bureau de l'ONU dès le départ, c'est Israël-Palestine et ce qu'on appelle à ce moment-là Inde-Pakistan. Le Cachemire est devenu comme une blessure qui hante le Pakistan depuis sa création. Ce n'est pas juste un problème de frontières. C'est un conflit qui affecte la vie quotidienne de tout un peuple. Rien que depuis 1989, le conflit a fait entre 40 et 70 000 morts. Je me disais, je vais faire payer à l'Inde ce qu'ils nous ont fait. Une litanie d'attentats et des milliers de disparus. C'est devenu une très sale guerre, avec de la torture, des assassinats, des exécutions sommaires. Le Cachemire est un cœur noir. La source de la violence dans cette région, qui a cimenté les groupuscules islamistes les plus durs du Pakistan. Il y a des groupes qui proclament très clairement que le Cachemire est la porte d'entrée vers un djihad pour conquérir l'Inde, puis le monde entier. Un conflit qui fait planer la possibilité d'une guerre nucléaire entre l'Inde et le Pakistan. À ce moment-là, vous aviez deux pays qui possèdent l'arme nucléaire en conflit direct. C'est l'histoire de cet affrontement que nous allons raconter en sillonnant les routes du Cachemire. Du côté pakistanais et indien, nous irons à la rencontre de ses habitants pour comprendre ce conflit et ses répercussions dans leur vie. Le Cachemire est un vaste territoire dans les montagnes de l'Himalaya. Avant l'indépendance de l'Inde et du Pakistan en 1947, le Cachemire fait partie de l'Empire britannique. In a far corner of India lies a peaceful, secluded valley that is often described as one of the most beautiful parts of the world. Depuis des siècles, y vivent en relative harmonie des hindous, des bouddhistes et des musulmans,
qui sont majoritaires. Pour tous, le Cachemire est un lieu symbolique de pèlerinage et de spiritualité. La vallée du Cachemire est impressionnante. On est dans l'Himalaya, il y a des forêts, il y a des vergers. Et dans un des pavillons de marbre des jardins de Shalimar, il y a une inscription en persan qui dit « S'il y a un paradis sur terre, c'est ici, c'est ici, c'est ici ». Le Jammu et Cachemire, à l'heure de l'indépendance de l'Inde, est un État princier de 8 millions d'habitants qui a la particularité d'être dirigé par un Maharaja, Hari Singh, couronné ici en 1926. Il est hindou et règne donc sur sa population musulmane, qui commence dès les années 30 à contester son autorité. Mais tous les drames à venir au Cachemire vont se nouer en 1947, lorsque les Britanniques, après 2 siècles de présence, rendent au sous-continent indien son indépendance. When the British begin their departure, an era ends and an era begins. Les quelques 450 millions d'anciens sujets de la reine d'Angleterre se répartissent désormais dans 2 nouvelles nations. D'un côté, la République indienne, où la population est à majorité hindoue, menée par Nehru. De l'autre, le Pakistan et sa partie orientale, séparée par 1500 km, créée pour devenir la terre des musulmans, dirigée par Mohammed Ali Jinnah. Ce morcellement religieux laisse en suspens les États princiers qui jusque-là jouissaient d'une relative autonomie et qui vont devoir choisir à quelle nation se rattacher, comme le Cachemire, où tous attendent la décision du Maharaja. Lui-même n'aimait pas trop l'idée de rallier le Pakistan. Ce qu'il voulait, c'était rester indépendant. Mais ça n'était pas une option à l'époque. Pendant 2 mois, il a tergiversé. Il voulait plus de temps pour évaluer les options et négocier avec les 2 pays. Le destin du Cachemire, les 70 ans de drames et de conflits à venir, prend racine dans la décision que s'apprête à prendre le Maharaja, Hari Singh. Jyotsna Singh est l'une de ses petites filles. Elle vit une partie de l'année seulement à Srinagar, l'ancienne capitale d'été du Cachemire. Elle est la seule de ses petits-enfants à l'avoir connue. Voici mon grand-père, mon père et moi, juste après ma naissance. C'était à Bombay, alors qu'il avait quitté le Cachemire en 1947. C'était un esthète. Il avait beaucoup de goût, il avait fait des réformes agraires importantes. Il avait mis en place l'éducation obligatoire. Il a fait beaucoup de réformes qui ont été oubliées à cause de ce qui s'est passé au moment de la partition. Il pensait que le Cachemire aurait pu devenir un État indépendant. Mon grand-père était un aristocrate. Il ne comprenait pas tous les changements qui étaient à l'œuvre à l'époque, surtout d'un point de vue géopolitique. Pour un individu comme lui, c'était difficile d'en prendre la mesure. Je crois qu'en fait, il n'a pas vraiment eu le choix. Il a laissé une lettre où il écrit qu'il a eu des doutes sur la décision qu'il a fini par prendre. Je pense qu'il aurait été très troublé par ce qui s'est passé plus tard. À l'été 1947, alors que le Maharaja tente encore de gagner du temps, des mercenaires venus des régions tribales du Pakistan et encadrés par des officiers en civil du tout nouveau pays, entrent au Cachemire, sèment le chaos et marchent sur Srinagar, sa capitale. Le Maharaja Hari Singh, débordé militairement par ces groupes venus du Pakistan et qui déjà invoquent le djihad, appelle alors l'Inde à l'aide. Nehru accepte d'envoyer ses troupes à condition qu'il signe l'acte de rattachement à l'Inde. Mais le Pakistan crie au vol, invoquant le fait que la majorité de la population est musulmane, et à son tour envoie son armée.
La première guerre indo-pakistanaise éclate, menant les troupes des deux nouveaux pays à un face-à-face le long de ce que l'on appellera plus tard la ligne de contrôle. À l'issue de cette première guerre, entre Indiens et Pakistanais, le territoire du Jammu et Cachemire va donc être coupé en deux. Côté indien, Hari Singh a obtenu de Nehru en échange de son ralliement le principe d'une autonomie renforcée. Une autonomie qui sera reniée au fil des années et qui sera le ferment de l'insurrection bien des années plus tard. Pour le Pakistan, le rattachement du Cachemire à l'Inde, que certains assimilent à un vol, va devenir un thème majeur de sa politique. Une pomme de discorde entre les deux pays pour des décennies à venir. L'affaire est d'abord portée devant la toute nouvelle Organisation des Nations Unies. C'est leur premier grand dossier avec Israël-Palestine. When the United Nations Security Council meet in 1948, India and Pakistan accuse each other of aggression in Kashmir. Les premières résolutions ne s'appellent pas Cachemire, elles s'appellent Inde-Pakistan. Et le Conseil de sécurité va proposer de mettre en place des commissions d'enquête, puis il va envoyer des représentants pour essayer de préparer ce qui était une proposition indienne au départ, c'est-à-dire un référendum. Les représentants des Nations Unies se déploient dès 1949 au Cachemire, des deux côtés de la ligne de cessez-le-feu. Ils observent, consultent, pour tenter de mettre en place ce référendum, dont les conditions préalables sont le retrait de l'armée pakistanaise et la réduction des forces indiennes. Un référendum qui doit déterminer laquelle des deux nations l'ensemble des habitants du Cachemire veulent rejoindre, mais qui n'aura jamais lieu. De toute façon, tout ça n'a donné aucun résultat. Il n'y a jamais eu moyen de mettre Indiens et Pakistanais d'accord sur l'organisation de ce référendum. Et donc, rien n'a bougé, en fait, depuis la fin des années 50. Vers le milieu des années 50, les Nations Unies sont arrivées au constat suivant. On arrête. On ne peut rien faire de plus. Officiellement, c'est toujours sur la table de l'ONU. Mais dans les faits, cela n'est jamais allé plus loin que ça. L'une des premières missions jamais confiées à l'ONU est donc un échec. La promesse du référendum s'éloigne, les frustrations s'accumulent. En 1965, le Pakistan lance une nouvelle guerre pour récupérer l'intégralité du Cachemire. Une guerre à l'issue de laquelle les positions restent inchangées. C'est le conflit suivant, en 1971, qui a le plus de conséquences sur la région. Le Pakistan oriental se soulève et, soutenu par l'Inde, obtient son indépendance et devient le Bangladesh. Un accord est signé à Simla entre le président du Pakistan et la première ministre indienne, Indira Gandhi. Il entérine cette défaite majeure pour le Pakistan qui, pendant plus de 20 ans, cessera toute aventure militaire au Cachemire. Simla est important parce qu'on a le premier véritable accord indo-pakistanais sur le Cachemire qui ne règle pas la question, mais qui, du moins, on s'est réunis pour parler du Cachemire. Le problème n'est pas réglé, il n'y a pas un traité qui décide ceci ou cela, mais on calme le jeu. Cet accord de Simla ouvre une période nouvelle dans les années 70. Un calme relatif s'instaure. Nous prenons la route pour Gulmarg, l'unique station de ski du Cachemire, un symbole de ces années de statu quo. Après Simla, la période est suffisamment paisible pour que l'Inde tente de faire renouer le Cachemire avec son ancienne image de paradis terrestre. Le gouvernement veut développer le tourisme et investit à Gulmarg, une destination prisée par les Britanniques qui y cherchaient un peu de fraîcheur. Gulmarg se transforme en station de sport d'hiver. Des infrastructures,
y sont construites. Nous y avons rendez-vous avec Mohammad Abbaswani, aujourd'hui député local, escorté en permanence à cause des risques d'attentats au Cachemire. Dans les années 80, il avait pourtant misé sur la paix. Il fut l'un des premiers Cachemiris à rêver à Gulmarg d'une carrière sportive. C'était génial. J'étais connu comme un bon skieur, prometteur dans tout Gulmarg. On m'appelait le skieur sauvage. J'adorais le ski. J'étais né avec ce talent-là. J'étais vraiment bon. Mon rêve était de devenir instructeur de ski, un coach, quoi. Mais c'est l'Inde, c'est le Cachemire. Ce qu'une personne veut n'arrive jamais. Personne ne peut réaliser ses rêves ici. En 1989, l'année qui va changer à tout jamais la face du Cachemire indien, Mohammad Abbaswani remportait le concours de ski du Jammu et Cachemire. Je ne sais pas quoi vous dire. Après 1989, tout s'est écroulé. Tout a été comme pétrifié. Ça a un tout petit peu recommencé en 1996 pour le ski, mais les compétitions, c'était fini pour moi. J'avais passé l'âge. Je ne veux plus en parler. Bonjour, c'est la première fois que je reviens depuis que j'ai été élu. L'été, la station se limite à ces quelques mètres de piste, où de riches Indiens viennent s'amuser, sous bonne garde de ces avant-postes de l'armée indienne, qui sont partout dans la montagne. Ça fait longtemps que j'ai pas skié, hein? Malgré les apparences et ces touristes qui reviennent, la paix semble désormais bien lointaine et le Pakistan si proche. Cette partie-là, de notre côté, c'est la partie indienne du Cachemire. Et là-bas, c'est le Pakistan. C'est la frontière, en quelque sorte, que l'on voit. De l'autre côté, c'est le POK, la partie du Cachemire occupée par le Pakistan. Entre les deux, tout ça, c'est une zone interdite. Personne ne peut y aller. On est à moins de 5 km du Pakistan. Toute la zone tampon est un champ de tir. C'est dangereux ? Oui, très dangereux. Et pourquoi y a-t-il autant de bases militaires indiennes ici ? On ne devrait pas parler de ça. Je n'aurais même pas dû entendre cette question. On ne devrait pas en parler, ça suffit maintenant. Pour un député cachemiri, parler de la relation avec le voisin pakistanais et des journalistes étrangers est extrêmement sensible. Comme parler de la violence qui, depuis 1989, a fait basculer le Cachemire tout entier. Oh, thank you. À la fin des années 80, le statu quo au Cachemire, né entre le Pakistan et l'Inde des accords de Simla, va voler en éclats. Et le conflit entrait dans sa période la plus dramatique pour les populations. À la suite d'élections locales que tout le monde juge truquées, des manifestations se multiplient. La contestation populaire va prendre un tour radical. L'autonomie du Cachemire au sein de l'Inde, négociée en 1947, a été complètement rognée depuis. Les espoirs déçus se transforment en rancœur. À cela s'ajoute l'éveil d'un islamisme combattant, qui travaille en profondeur la région. L'insurrection démarre, elle ouvre un cycle de violence qui ne s'est jamais vraiment refermé. Dès les premiers jours, les manifestations sont quasiment quotidiennes à Srinagar, la police tire dans le tas.
Pendant quelques jours, l'État indien a perdu le contrôle de la région. Le mécontentement s'était accumulé depuis 1947, sur absolument tous les plans. C'est ce qui a explosé au début des années 90. À l'origine, il s'agissait d'un mouvement populaire, séculaire et nationaliste. Ce mouvement trouvait ses racines dans l'exaspération qui s'était développée au Cachemire vis-à-vis de la façon dont l'État indien s'y comportait. Manifestations, attentats, le vieux rêve pakistanais d'un soulèvement anti-indien prend corps. Par vagues, ceux qui décident de prendre les armes, qu'on appellera désormais les militants, quittent l'Inde et traversent la ligne de contrôle pour bénéficier du soutien logistique du Pakistan, qui va devenir une base arrière pour toute une génération. Beaucoup y sont toujours réfugiés aujourd'hui. Pour aller à leur rencontre, comprendre ce qui leur est arrivé, il faut aller dans la partie pakistanaise du Cachemire. Pour s'y rendre, il est impossible pour des journalistes comme nous de franchir la ligne de contrôle. Il faut passer au sud du Cachemire, par l'unique poste frontière terrestre ouvert à tous entre l'Inde et le Pakistan dans le Pendjab. Sur la route à Wagah, ce point de passage entre les deux pays ennemis. Tous les jours, quand la frontière se ferme pour la nuit, se tient cette étrange cérémonie. Nous y assistons auprès du public pakistanais. Militaires indiens, en beige, et pakistanais, en noir, se font face. Les 70 ans de guerre y sont ritualisés, comme mis à distance. Le Cachemire fera de nouveau partie du Pakistan, Inch'Allah. Le Cachemire appartient au Pakistan. Et pas à l'Inde. Non, pas à l'Inde. L'Inde est notre ennemi. Toujours? Mais là, c'est plutôt bon enfant, non? Non. Non, ce n'est pas pour rire. Du tout. Pour atteindre notre but, il faut encore remonter vers le nord. Le Cachemire est l'un de ces territoires interdits du Pakistan. En plus d'une accréditation de journaliste, il faut une autorisation spéciale que nous avons obtenue après 6 mois de discussion et qui doit nous permettre de franchir ce checkpoint. Malgré cela, pendant 2 jours, les services secrets pakistanais, l'ISI, rejetteront nos permis, faisant leur possible pour retarder notre entrée. On doit revenir demain alors? Amenez les bons documents cette fois. 5 ans, nous dira-t-on plus tard, que des journalistes étrangers n'ont pu entrer officiellement dans cette partie du Cachemire. Nous parvenons finalement à Muzaffarabad, la capitale d'une des régions du Cachemire pakistanais. Près de 100 000 personnes venues du Cachemire indien vivent ici. Arrivés à toutes les époques, ces réfugiés reçoivent une rente du Pakistan. 120 € par mois et l'autorisation de séjourner dans ces camps de fortune.
Ce que les services secrets pakistanais ne souhaitaient pas nous voir filmer, ce sont des hommes comme Ghulam Nabi, des anciens combattants venus au moment du soulèvement de 1989 et que le Pakistan n'a cessé d'instrumentaliser. Qui sont les gens qui vivent ici? Tout le monde vient du Cachemire occupé ici. Tous les gens de ce camp? Oui, toutes les familles viennent de là-bas. Rends-moi la monnaie, s'il te plaît. C'est sur 5 roupies. Ghulam Nabi était agriculteur dans la région de Kupwara, à moins de 60 km à vol d'oiseau, mais de l'autre côté de la ligne de contrôle, côté indien. Voilà, ici, c'est mon refuge. C'est là que je vis avec ma femme et mes enfants. Ces 5 enfants, tous nés ici au Pakistan, ne peuvent qu'imaginer d'où viennent leurs pères et les drames qu'il a traversés. C'est au début des années 90, lorsque son grand frère, son père, son oncle et 4 de ses cousins ont été tués par l'armée indienne, qu'il a décidé de prendre les armes. Lorsque j'ai quitté ma maison là-bas, j'avais les larmes aux yeux. Qu'est-ce que vous aviez en tête? Je me disais, Inch'Allah, je vais venger ceux qui sont morts. Je vais faire payer aux Indiens ce qu'ils nous ont fait. J'ai subi beaucoup de violences. Toute ma vie a été changée. Quand on partait se battre, on partait d'ici de nuit. On prenait un chemin spécial. On traversait la frontière près d'un endroit qui s'appelle Djoura. Et après, vous reveniez tout de suite? Non, on partait pour des missions de 2 mois. Avec la peur au ventre, on marchait pendant 1 semaine. Pour passer, ça ne se faisait pas comme ça. Il fallait se cacher. Les combattants partaient en groupe. Et quand on croisait l'armée indienne, on tirait. Je n'ai pas eu de blessure grave, grâce à Dieu. Mais quand on fait la guerre, on prend des coups quand même. Une fois, une balle est passée juste au-dessus de ma tête. Est-ce que c'est fini tout ça? Non, le combat n'est pas fini. Il y a eu une pause. Mais si notre chef nous en donnait l'ordre, alors oui, je recommencerai. Dans les années 90, les militants cachemiris venus de la partie indienne, comme Ghulam Nabi, pour la plupart nationalistes, vont perdre la main au profit d'organisations djihadistes massivement financées par les services secrets pakistanais. Pour beaucoup, il s'agit d'anciens moudjahidines qui, après l'Afghanistan, se tournent vers le Cachemire. En 1989, quand les Soviétiques sont chassés d'Afghanistan, beaucoup de ces combattants extrémistes deviennent disponibles. Des Arabes, des Afghans et des Pakistanais. Les services secrets pakistanais, l'ISI et les militaires ont alors commencé à financer ces groupes au Cachemire. C'étaient des combattants très aguerris. Ils savaient faire la guerre. Et ils sont devenus les Moudjahidines du Cachemire. Certains groupes proclament très clairement que le Cachemire est la porte d'entrée vers un djihad mondial. Ils combattent pour convertir tous les Indiens à l'islam, puis la population mondiale. C'est ce que l'on appelle le pan-islamisme. Une bataille va marquer cette transformation du combat au Cachemire en djihad. En 1995, un groupe de djihadistes avec à leur tête Masghoul, un Pakistanais, prend le contrôle de Chahar-i-Sharif, une ville particulièrement symbolique où se trouve l'un des mausolées les plus saints de l'islam au Cachemire. En mai, après 2 mois de siège par l'armée indienne, un feu va ravager Chahar-i-Sharif. Le mausolée du XIVe siècle part en fumée. Une trentaine de personnes, dont 20 djihadistes, perdent la vie. La fumée s'échappait des cendres. C'était une ville ravagée.
comme ce qu'on a vu à Bagdad ou ce qu'on voit aujourd'hui de la Syrie. Tout était détruit. J'avais essayé de retrouver ma maison à son emplacement, dans la vieille ville, mais je n'ai pas pu. Il ne restait plus rien. Aujourd'hui, le sanctuaire a été en partie reconstruit, mais pas le cœur de la vieille ville. Enfant avec sa famille, Ali Jehangir a dû évacuer sa maison de Sharari Sharif pendant les mois qu'ont duré le siège de l'armée indienne. Avant de partir, il a pu observer ce groupe de combattants disparates, venus essentiellement du Pakistan, mais aussi de Tchétchénie et d'Afrique, livrer le djihad contre l'Inde. Je me tenais là pour regarder l'échange de coups de feu. Mais mon oncle m'a tiré par l'oreille et m'a ramené à la maison. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais là? Tu pourrais te faire tuer. » Mais la violence à cette époque, les bombes, les explosions, ça faisait partie de notre vie. On a grandi avec ça. Ils venaient le soir et demandaient l'hospitalité. Ils disaient aux habitants, un groupe de 10 à 20 personnes va venir chez vous ce soir pour dormir. Et vous n'aviez pas le choix. Il fallait leur libérer de l'espace. Je me souviens qu'ils étaient très religieux. Ils passaient bien sûr beaucoup de temps à la mosquée pour les 5 prières quotidiennes. Et ils disaient aux gens de la ville d'en faire de même. J'étais un enfant à cette époque, donc je ne savais pas ce qu'était un djihadiste. Pour moi, c'était juste des gens qui avaient des armes. Et les armes à cette époque étaient un symbole de résistance. D'ailleurs, c'est toujours perçu comme un symbole de résistance aujourd'hui. À cette insurrection au Cachemire, à ce djihad mené depuis le Pakistan, l'Inde répond par une violente répression. Dans les années 90, l'armée et les groupes paramilitaires s'autorisent tous les dérapages. Ce sont des années de plomb. La population est assimilée aux insurgés. Torture, viols, disparitions se multiplient. C'est une sale guerre en fait qui se met en place. Hein. C'est une sale guerre, c'est-à-dire que c'est pas simplement une répression contre les combattants armés, ça va être un déploiement massif de forces qui vont occuper les villes, qui vont soupçonner tout le monde. Dans les années 91-92, dans beaucoup d'endroits au Cachemire, il n'y avait plus d'administration. Il n'y avait plus personne en dehors de l'armée. Il y a eu une forme d'impunité. Si vous tuiez quelqu'un, personne n'y regardait à deux fois. On dit qu'il y a plus d'un demi-million de militaires et de troupes paramilitaires qui opèrent au Cachemire. C'est une présence sécuritaire absolument massive. Je pense que c'est la plus importante au monde en ce qui concerne une zone civile. Ici, à Baramulla, la ligne de contrôle est toute proche, juste derrière ces montagnes. Ce fut l'un des foyers de l'insurrection où se cachaient le plus de combattants infiltrés du Pakistan. L'Inde y a eu la main particulièrement lourde. En plus des morts, de la violence alors quotidienne, les disparitions forcées vont se généraliser. Le sort de 8000 personnes demeure encore inconnu au Cachemire indien.
8000 disparus pour lesquels l'Inde refuse toujours de s'expliquer. 8000 familles sans nouvelles, pour lesquelles aucun deuil n'est possible. Oh, aide-moi. Je viens de très très loin, mon Dieu. Rends-moi mon fils, je l'attends. Où est-il? Rendez-le-moi. Mon cher Dieu, s'il te plaît, rends-moi mon fils, ramène-le-moi. S'il est quelque part, rends-le-moi. Ça ne t'enlèverait rien. Dieu exauce ma prière. Le fils de Bhakti Begum est l'un de ces disparus, hommes et femmes, engloutis par la sale guerre que l'Inde a menée au Cachemire. Au moins si je pouvais récupérer un seul des vêtements que portait mon enfant, ou même ses ossements, quelque chose, une trace de lui, au moins je trouverai un peu de paix, un peu de repos, après 14 ans d'insomnie. Mais je n'ai rien pu récupérer de lui, rien. Est-ce qu'ils lui ont brisé les bras, cassé les jambes? Est-ce qu'ils l'ont enterré vivant? Est-ce qu'ils l'ont brûlé? Est-ce qu'ils l'ont noyé? Je n'ai plus de jour, ni de nuit. Je ne dors plus. Manzoor Wani Ahmad avait 25 ans. Il venait de se marier. Ce 22 décembre 2001, Bhakti Begum accompagne sa belle-fille à l'hôpital, à bord d'un minibus que conduit son fils. Lorsque nous sommes passés à proximité du camp militaire, il y a eu un coup de sifflet qui provenait de l'intérieur. C'est un de leurs informateurs à l'intérieur du camp qui sifflait en direction d'un garde armé qui se tenait sur la route. Cet homme a fait arrêter le véhicule que conduisait mon fils. Il est monté dans notre minibus et a dit à mon fils de le suivre à l'intérieur du camp. Mon fils lui a répondu qu'il accompagnait sa femme à l'hôpital et qu'il reviendrait après. Mais il a insisté pour qu'il vienne immédiatement. Qu'ils viennent à l'intérieur du camp de l'armée? Oui, c'est ça. Je l'ai suivi des yeux alors qu'il entrait dans ce camp. C'est la dernière image que j'ai de mon fils. Ça fait 14 ans. 14 ans que je ne veux pas croire les gens qui me disent qu'il est mort. Quand je me lève le matin, je pense à lui. Quand je prie, je pense à lui. À chaque instant, je pense à lui. Elle soupçonne un voisin qui lorgnait sur ses terres d'avoir faussement dénoncé son fils comme militant. L'organisation de Yassine Malik est l'une des rares à oser se battre pour les familles des disparus. Il tente notamment de retrouver les corps. Voici le charnier de Kichama. Il y a des tombes à gauche et à droite. Selon lui, au moins 103 corps non identifiés reposeraient ici. Tu vois, il y en a à gauche, à droite, ici, là-bas. Dans les années 90, la police amenait les corps ici. Personne ne sait exactement qui. Et c'était aux villageois de les enterrer.
Nous avons écrit beaucoup aux autorités. Nous avons demandé la permission d'effectuer des tests ADN pour que l'on connaisse la vérité, pour faire le lien entre les disparus et ces charniers. Il y a un camp de l'armée juste là-bas. Pourquoi il ne faut pas rester plus longtemps? La police et l'armée, ils nous créeront des problèmes s'ils nous voient ici. C'était des lieux tenus secrets. C'est toujours secret. Ils ne veulent pas qu'on vienne. Ils ne veulent pas que le monde voie ce qu'il y a ici. À la fin des années 90, alors que l'insurrection et sa répression sont à leur comble côté indien, un événement va soudainement tout changer entre l'Inde et le Pakistan, et leur conflit devenir une source d'inquiétude majeure pour la communauté internationale. Le Cachemire pourrait menacer la paix mondiale. Le 11 mai 1998, le Premier ministre indien, Atal Bihari Vajpayee, décide de procéder à des essais nucléaires souterrains, testant la bombe A et la bombe H. « 17 jours plus tard, le Pakistan, à son tour, effectue ses premiers essais nucléaires. Désormais, le pire est à craindre en cas d'affrontement direct au sujet du Cachemire. À chaque nouvel accrochage, va surgir l'hypothèse d'un conflit nucléaire. Aussitôt, ça a été évidemment une source de grande inquiétude dans la communauté internationale. Il faut craindre une quatrième guerre, par exemple, qui commence sous forme conventionnelle, débouche sur éventuellement un conflit nucléaire. Le pire scénario prend forme à peine quelques mois plus tard, en 1999, à Kargil, au cœur des montagnes du Cachemire. Des soldats pakistanais ont traversé la ligne de contrôle en altitude pour prendre des postes indiens abandonnés pendant l'hiver en raison des conditions météo extrêmes. Mi-mai, l'Inde lance ses militaires à l'assaut. Le monde retient son souffle. Ce que nous voulons dire à la communauté internationale, au monde, c'est que si la situation continue à dégénérer, ce qui semble être le cas, les vies d'1 milliard de personnes sont en jeu. L'Inde et le Pakistan ont l'arme nucléaire. Et lorsqu'on commence une guerre, on utilise tous les moyens que l'on a à disposition. La communauté internationale va déployer des efforts considérables pour calmer les choses. L'opération militaire pakistanaise est arrêtée par Nawaz Sharif, le Premier ministre d'alors, sous pression du président américain Bill Clinton, personnellement impliqué. Il y a eu un moment de panique. C'est pour ça que les Américains et les leaders mondiaux sont intervenus. C'était en train de dégénérer. Je pense que le Pakistan a fait une énorme erreur. La communauté internationale a perçu le Pakistan comme un pays irresponsable et ça a nui à la cause du Cachemire. À peine 2 ans plus tard, en 2001, de nouvelles menaces risquent à nouveau de faire basculer la région. Alors que le 11 septembre, l'attaque du World Trade Center change la donne mondiale, les djihadistes du Cachemire frappent en décembre le Parlement à New Delhi. Bilan 16 morts, dont 2 civils. 3 jours plus tard, l'Inde mobilise massivement ses troupes à la frontière pakistanaise.
Les États-Unis et la Grande-Bretagne conseillent à leurs ressortissants de quitter la région. Grâce à la pression internationale, toutefois, un cessez-le-feu finit par être décidé en 2003. Un dialogue officiel s'engage entre Inde et Pakistan en 2004. Depuis, les relations entre les deux pays oscillent entre avancées et blocages. En avril 2005, un signal fort est donné avec l'ouverture de cette ligne d'autobus destinée aux familles séparées reliant Muzaffarabad côté pakistanais à Srinagar côté indien. Pourtant, les actes de terrorisme et les infiltrations n'ont eux jamais cessé. C'est très simple. Quand il y a des possibilités d'avancée diplomatique, il y a des attentats, dont le plus marquant est évidemment l'attentat de Bombay. Ce sont les attentats de Bombay qui symbolisent le plus les ambiguïtés pakistanaises. À plus de 1700 km du Cachemire, des militants djihadistes frappent la capitale financière de l'Inde. Le 26 novembre 2008, Bombay est sous le feu de ce commando pendant 4 jours. Bilan, 166 victimes, dont 28 étrangers de 17 nationalités, donc des Français. Les djihadistes du Cachemire frappent à Bombay le monde entier. Tout mène au Lashkar-e-Taiba, désormais la principale organisation terroriste opérant de longue date au Cachemire, basée au Pakistan et instrumentalisée par lui. Les États-Unis mettront à prix la tête de leur chef, Hafiz Saïd, 10 millions de dollars. Au Pakistan, il est pourtant toujours en liberté. À Muzaffarabad, dans le Cachemire pakistanais, Hafiz Saïd continue à menacer ouvertement l'Inde en toute impunité. Si le gouvernement indien ne retient pas la leçon de l'échec américain en Afghanistan, alors nous leur disons, ceux qui pensent que le Cachemire occupé par l'Inde fait partie intégrante de la nation indienne, eh bien par la grâce d'Allah, nous pouvons vous certifier que toute votre nation sera réduite en morceaux. Il y a 2 hypothèses à propos des attentats de Bombay. La première, c'est que cet assaut a été planifié par des éléments incontrôlés du Lashkar-e-Taiba, sans le soutien des militaires. Mais selon la deuxième hypothèse, il s'agirait d'un signal à l'attention de l'Inde pour rappeler que la question du Cachemire n'est toujours pas réglée. Je pense que le futur du Cachemire est très lié au futur de l'islam militant. Et on peut voir qu'en ce moment, il se porte très bien, que ce soit en Irak, en Syrie ou en Libye. Rien n'est réglé sur le fond au Cachemire. Les tensions sont constantes de chaque côté de la ligne de contrôle. Les deux pays s'accusent chaque semaine de violations du cessez-le-feu, de bombardements et déplorent ces victimes civiles. Ce jour-là, nous accompagnons ces gardes-frontières pakistanais. La frontière se trouve de chaque côté de la route. À 1 kilomètre ici, 1 kilomètre par là. L'impuissance et la relative indifférence de la communauté internationale laissent cette zone grise à la merci de la moindre provocation. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Les lumières de la frontière. Il y a 10 jours, c'est de ce côté-ci de la frontière que des bombardements indiens auraient eu lieu. Notre escorte pakistanaise tient à nous en montrer les traces et nous présenter aux familles des victimes. Il y a eu une explosion juste devant. Ici, il y avait mes fils. Et mon frère était là. D'un seul coup, tout le monde a été blessé. Mes filles et mon frère. Ils ont tous été grièvement blessés. Dans un Pakistan en pleine déliquescence, l'armée trouve dans le conflit à propos du Cachemire un moyen de plus de justifier sa suprématie.
L'armée pakistanaise a un intérêt vital à entretenir un niveau élevé d'animosité et de défiance entre l'Inde et le Pakistan. Cela me conduit à penser que le conflit au Cachemire ne va certainement pas se résoudre de mon vivant, et peut-être même pas du vivant de mes enfants. La question du Cachemire en tant que tel n'est plus débattue aux Nations Unies. Il y a une fatigue sur le Cachemire, au détriment des Cachemiris qui, évidemment, aspirent à la paix. La frustration est toujours là, les blessures sont toujours là. Donc il y a une dimension humaine qui est emblématique de ce que sont, d'une certaine façon, les peuples sans État. Un peuple pris en étau et qui attend en vain une paix introuvable. Inlassablement, depuis 25 ans, les familles de disparus demandent la vérité sur ce qui est advenu des leurs. Chaque mois, Bhakti Begum participe à ce rassemblement contre l'oubli. Quand je viens ici, ça me fait du bien. Je sens que d'autres partagent ma peine. Elles aussi ont perdu un fils. Moi, ça fait plus de 15 ans que je me bats. Lorsqu'on se retrouve ici, on s'encourage. Ça fait du bien pour continuer à vivre quand même. Nous attendons nos fils. Cette manifestation se poursuivra, quels que soient les changements de gouvernement en place. Qu'ils fassent leurs petits arrangements entre eux, que ce soit sous l'ancien ou le nouveau. Peu importe, nous viendrons protester ici. Nous serons là.